Au sommaire de cette édition, la poursuite des négociations entre le gouvernement et le syndicat des enseignants. Les deux parties se sont retrouvées ce matin, un contexte marqué par la reprise progressive des cours dans le pays. La réhabilitation des voiries urbaines dans la commune de Matoto, on entre dans la dernière phase de ces travaux d'urgence. Plusieurs points critiques ont été traités. Vous saurez tout dans cette édition. À suivre aussi le dispositif mis en place pour répondre aux défis de la formation après l'indépendance. L'enjeu était énorme et la Guinée devait y faire face. 60 ans après, qu'est-ce qui est fait? L'évolution de la Guinée sous le prisme de l'éducation, c'est à suivre tout à l'heure. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition qu'on ouvre avec ce message départ du président Alpha Condé adressé à Sa Majesté Philippe VI, roi d'Espagne. Majesté, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Royaume d'Espagne, il m'est agréable d'adresser au peuple ami d'Espagne, à son gouvernement et à votre Majesté les vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement auquel je joins les miennes propres. En cette heureuse circonstance, permettez-moi d'apprécier les efforts louables de votre gouvernement pour les performances économiques enregistrées dans un contexte particulièrement difficile. Aussi, je tiens à vous assurer de ma volonté et celle de mon gouvernement à renforcer davantage et à diversifier les relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre le Royaume d'Espagne et la République de Guinée. En vous réitérant mes vœux de santé pour votre Majesté, de bonheur et de prospérité pour le peuple espagnol, je vous prie d'agréer, Majesté, l'assurance de ma très haute considération. Signé, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Ce matin, le Premier ministre était à Fria, la ville lui a réservé un grand accueil. Le chef du gouvernement a mis cette visite à profit pour aborder des questions de cohésion nationale avec les jeunes et les femmes, deux couches qui constituent la grande priorité du président Alpha Condé. Envoyés spéciaux, Adi Kamara, Ousmane Kobole et Kabassouma. Fria, une des villes industrielles de notre pays, première ville à abriter une usine d'alumine en Guinée. C'était en 1960. Alors, cette population de Fria est sortie massivement pour accueillir Dr Ibrahima Kassori Fofana, Premier ministre, chef de gouvernement, le messager du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ici, il est venu échanger avec cette population sur des questions liées à la promotion des investissements en Guinée. Nous avons choisi Fria pour lancer la caravane de l'investissement en Guinée que j'ai l'honneur de déclarer ici à Fria. Cette caravane destinée à faire connaître au monde des affaires, aux citoyens, aux opérateurs économiques, ce qui est possible d'être fait, les possibilités d'accès à la ressource, aux ressources, toutes les ressources à l'investissement, quels sont les appuis gouvernementaux disponibles, à quelle part faut-il taper, quelles sont les opportunités d'investissement pour se prendre en charge cette caravane qui commence aujourd'hui à Fria et qui va s'étendre sur le reste de la Guinée. Je dis, on ne peut pas trouver meilleure place que Fria. Fria est sorti des ténèbres d'un dialogue parfois difficile, qui a coûté ce que ça a coûté à la ville. Grâce à l'abnégation du professeur Alpha Condé, voilà l'usine qui a démarré. Dr Ibrahima Kassori Fofana a saisi l'occasion aussi pour inviter les uns et les autres à œuvrer inlassablement dans le sens de la promotion de l'école guinéenne. Je voudrais saisir cette tribune pour m'adresser au monde de l'éducation, pour dire à l'éducation que le gouvernement est sensible
absolument sensible aux conditions de vie et de travail des enseignants. Nous demandons à nos partenaires sociaux dans ce secteur, aux syndicats, tous syndicats confondus, de reprendre les négociations dans un esprit civique destiné à faire valoir les intérêts de la Guinée, les intérêts de la jeunesse guinéenne. Nous sommes ouverts au dialogue et nous menons ce dialogue dans le langage de la vérité. La vérité est que le secteur de l'éducation n'est pas si dépourvu comme on le fait croire. Je puis vous donner des chiffres. En 2011, quand le professeur Alpha Condé prenait les affaires de la Guinée, la masse salariale du secteur de l'éducation pour 45 000 enseignants était de l'ordre de 27 milliards. 5-6 ans après, nous sommes en 2018, cette masse salariale est passée de 27 milliards à 85 milliards de nos francs. Nous sommes engagés, et c'est à cela que j'invite les partenaires sociaux. J'ai ordonné hier la reprise aujourd'hui des négociations entre les syndicats et l'administration. Alors, du haut de cette tribune, le Premier ministre a loué la sagesse et le sens de responsabilité des citoyens de Fria quant au respect des règles de jeu démocratiques dans cette cité. Auparavant, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana avait rendu visite au Sotikemo de Fria. Il s'est agi ici d'exalter les valeurs sociales et morales de nos sociétés. Justice, une mission de la Cour pénale internationale est à Conakry. Elle est venue s'enquérir de l'évolution de la procédure autour du dossier du 28 septembre 2009. L'équipe a échangé avec le ministre guinéen de la Justice et s'est dit rassuré. Je rappelle que c'est la 16e mission que la CPI effectue à Conakry depuis ce drame. Kerno Younoussaba. L'affaire du 28 septembre, le dossier évolue à la satisfaction de la Cour pénale internationale. Le bureau du procureur, amené par l'analyste des situations, salue les derniers développements intervenus dans la procédure. Les progrès réalisés ont abouti au renvoi des accusés présumés de ces crimes dits de masse devant le tribunal criminel de Dixine. Nous sommes venus pour faire le point cette fois-ci sur la préparation du procès, puisque comme vous le savez, l'instruction relative à ces événements a été clôturée. Un certain nombre de personnes sont amenées à rendre des comptes devant un tribunal criminel. Donc nous sommes venus ici pour nous entretenir avec bien sûr le ministre de la Justice pour avoir un état des lieux de la préparation de ce procès qui est très attendu. Après la clôture de l'instruction, la justice a mis en place un comité de pilotage devant préparer le procès. L'organe a déjà tenu ses premières réunions. Mais à quand ce jugement? Le ministre Sako répond. Un comité de pilotage est en train de travailler, bientôt la prochaine réunion. Donc le gouvernement guinéen assume sa responsabilité. Et va assumer sa responsabilité. Il faut que le doute soit levé dans l'esprit des gens. Ça, c'est très important. En revanche, nous tenons quand même à avoir la maîtrise du temps et du rythme. C'est pourquoi, pendant ces événements du 2 octobre, je n'ai pas souhaité qu'on m'impose quoi que ce soit. Le comité de pilotage est composé de personnes responsables qui vont continuer à travailler. Il y aura des communications là-dessus. Au moment opportun, ce procès aura lieu. Depuis la commission des crimes en 2009, la CPI a effectué sa 16e mission sur Conakry. Droit civil et politique, la Guinée se met à jour à l'international et présente enfin son rapport à Genève. Ce document est attendu depuis 1994. Il explique le niveau de protection et de promotion des droits de l'homme dans le pays. Makale Souma, envoyé spécial. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques comprend les droits et libertés classiques comme le droit à la vie et à la liberté.
Ce rapport guinéen était attendu depuis 1994. Et c'est seulement maintenant, 24 après, que le document est présenté devant le Comité des droits de l'homme, ici au Palais Wilson à Genève. Et la question que l'on se pose est celle de savoir pourquoi tout ce temps. C'est effectivement très étonnant que depuis 1994, notre pays n'a pas déposé de rapport et pourtant il s'est engagé librement à signer et à ratifier ce traité sur les droits civils et politiques. Il faut dire que c'est un traité qui nous engage et lors de ces discussions, c'est une discussion qui rappelle à notre pays sa responsabilité en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Après avoir reçu et pris connaissance du document, le comité a voulu se faire éclaircir quelques points, notamment la lutte contre la corruption et l'impunité, les violences faites aux femmes, la question de l'Institution nationale indépendante des droits humains, l'INIDH, ainsi que la liberté d'expression et de réunion pacifique. Il y a un travail immense et considérable à faire sur ces questions de droits de l'homme pour faire en sorte que nous puissions retrouver cet honneur de venir devant ces comités et de dire voilà ce qui a avancé notablement dans nos pays. Donc c'est une responsabilité qui engage le gouvernement, qui engage l'État guinéen, mais par ailleurs qui engage l'ensemble de la société guinéenne. Le comité des droits de l'homme est composé d'experts indépendants qui se réunissent 3 fois par an pour étudier les rapports des États parties. Après la présentation du rapport et les réponses aux questions posées, la Guinée, comme tous les autres États parties, s'attend à des recommandations sous forme d'observation générale de la part du comité pour la mise en œuvre de ce pacte. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté à New York le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies. 2 mois plus tard, Conakry donnait son accord de principe avant de ratifier le texte le 24 janvier 1978. Retour à Conakry avec ces négociations syndicales, le premier acte depuis l'ouverture des classes. Les 2 parties, gouvernement et syndicats de l'éducation, se sont retrouvés ce matin au ministère de la fonction publique. Au menu de la rencontre, l'ouverture d'un couloir de négociations autour des 8 millions de francs guinéens demandés par les enseignants comme salaire de base. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette rencontre? Les 2 parties sont-elles parvenues à un accord? Toutes ces réponses avec Mamadi Terna Kamisoko. Les travaux de ce vendredi ont essentiellement porté sur le point 3 de l'accord de mars dernier portant sur un salaire de base de 8 millions de francs guinéens par enseignant. Très préoccupé par l'amélioration des conditions de vie du corps enseignant, le gouvernement est représenté par une délégation de la primature et les cadres de la fonction publique proposent à la partie syndicale le renvoi à la loi des finances 2019 toute discussion liée à une nouvelle augmentation salariale. L'an 2018, dont nous sommes au 10e mois, a connu 2 augmentations de salaire dans le cadre du budget. Et on nous a dit qu'un budget, c'est annuel. L'Assemblée est convoquée en session budgétaire. Il faut reconnaître que le gouvernement dépose un projet de budget. Un projet de budget, c'est une vision, c'est un programme du gouvernement, équilibré en recettes et en dépenses. Toute dépense dans le cadre de l'exécution d'un budget qui n'est pas programmé dans le budget, c'est une entorse dont les conséquences sont immédiates. La nature a horreur du vide. Donc nous avons dit à nos partenaires que le gouvernement est en train d'étudier les différentes conditions d'amélioration de conditions de vie de nos travailleurs, dont les enseignants, puisqu'il s'agit d'eux à ce dialogue. Et aujourd'hui, on s'attendait à quoi? Nous avons dit 8 millions négociables. Ce que le gouvernement allait nous proposer, on s'attendait à cette proposition concrète. Mais malheureusement, on ne nous a fait aucune proposition, sauf pour nous dire que les contraintes budgétaires, l'année tend vers sa fin et l'État, le gouvernement ne peut pas payer les 8 millions. Mais comme nous sommes des messagers, nous ne pouvons pas parler au nom des enseignants sans les consulter. Nous allons rendre compte à la base. L'inspection générale du travail assure l'arbitrage des négociations gouvernement-SLEG.
Dr Alia Kamara note la volonté des deux camps à œuvrer pour un accord, même si les lignes n'ont pas encore bougé. J'avoue que pour les discussions de ce matin, la médiation a constaté que les deux parties étaient toutes disposées à poursuivre le dialogue avec nous, ce qui est une chose extrêmement importante. La deuxième chose que nous avons notée sur les positions des uns et des autres, c'est que le gouvernement est revenu de façon générale sur les difficultés économiques qu'il rencontre. Notamment, le gouvernement a expliqué aux partenaires du SLEC que compte tenu du fait que 40% ont été déjà donnés à l'ensemble des fonctionnaires courant 2018, compte tenu du fait aussi que nous sommes engagés dans un partenariat avec les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, compte tenu du fait aussi que le ratio salaire et le PIB obéit à un seuil admissible, et compte tenu du fait aussi que le pays, depuis quelques années, a un salaire minimum garanti, le gouvernement a expliqué qu'il n'était pas disposé à faire une augmentation de 8 millions. Par contre, le gouvernement est disposé à discuter d'autres mesures spécifiques allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des couches vulnérables, notamment les enseignants et les agents de la santé. Au terme de cette première journée, les parties conviennent de se retrouver lundi prochain pour la poursuite des travaux. Pendant ce temps, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée soumettra à son assemblée générale de ce samedi les préoccupations soulevées autour de la table de dialogue par l'équipe gouvernementale. Une nouvelle rencontre lundi donc, comme le disait Terna Kamisoko. Pendant ce temps, les autorités de l'éducation constatent et encouragent la reprise progressive des cours dans les établissements scolaires du pays. Recensement biométrique au niveau des retraités, plus de 20 000 personnes manquent à l'appel. La situation préoccupe les deux partis, gouvernement et Fédération nationale des retraités. Ils s'accordent à mettre en place une commission mixte qui va procéder à un contrôle physique. La campagne va durer 2 mois. Baba Kouyaté. À la fin de ce mois d'octobre, le salaire de plus de 20 000 retraités était menacé de gel à cause de leur absence au dernier recensement biométrique de juillet 2017. Une situation qui inquiète ces personnes du 3e âge. Sous l'égide de la CNTG, le gouvernement, à travers la Caisse nationale de prévoyance sociale, des agents de l'État et la Fédération nationale des retraités de Guinée, parviennent à un accord. Un délai de 2 mois est accordé aux retraités retardataires de justifier leur absence. À l'issue de notre rencontre, justement, nous avons décidé, en accédant à leur demande, de leur accorder encore 2 mois. 2 mois considérés comme une période moratoire, pour nous permettre, eux et nous, Direction générale de la CNPS et la Fédération des retraités, de faire encore un travail de ratissage au niveau de chaque préfecture où se trouvent les pensionnés, pour que nous ayons une liste assez nettoyée pour un futur donc gel et la consignation des montants. Au nom du gouvernement, alors ils ont accepté nos doléances. Au lieu de geler à la fin de ce mois-là les salaires des retraités, ils nous ont donné 2 mois de plus. Et je fais appel à tous les bureaux des retraités au sein de la centrale CNTG pour une réunion le mardi, pour qu'ensemble nous trouvons la solution, comment installer nos camarades au niveau de toute la nation. Cette rencontre a abouti à la mise en place d'une commission mixte composée des représentants de la Caisse nationale de prévoyance sociale et ceux de la Fédération nationale des retraités de Guinée. Un travail qui va être coordonné par l'inspection générale de l'administration publique. Quand ces commissions vont finir le travail, les données seront remontées à l'inspection générale qui assure le pilotage du projet, qui mettra ces données-là à la disposition de l'opérateur technique pour pouvoir consolider les résultats issus du contrôle des 2 mois sur le terrain.
À l'issue de ce contrôle physique des retraités, le gouvernement pourrait détecter plusieurs cas de fictifs et reverser dans les caisses de l'État plusieurs milliards de francs guinéens. L'idée, après l'assainissement du fichier des pensionnés, est d'améliorer les conditions de vie de cette couche vulnérable. Travaux publics avec les voiries urbaines de la commune de Matoto, c'est la phase du bitume au niveau des points critiques. L'opération est confiée au groupe Guicopress pour exécution. Ces travaux d'urgence avancent de façon plutôt satisfaisante. Habib Thiam. L'opération est baptisée Travaux d'urgence. Première cible, la commune de Matoto et ses voiries dégradées. Une action salvatrice du gouvernement qui fait appel à l'expertise du groupe Guicopress. Tous les axes qui sont fortement dégradés, on est en train de les reprendre. Parce qu'après la saison des pluies, on est en train de savoir que l'eau cause beaucoup de dégâts sur la route. Donc toutes les zones où il y a eu des dégradations, on nous a mandaté pour faire ces travaux-là. Les travaux sont exécutés en plein trafic, avec quelques enchères dans la circulation. Mais pour qui pratique cette partie de Kisoso sur la route nationale, c'est la délivrance. Et je suis très content parce que là, c'est un rond-point qui demandait une réparation. Donc j'encourage le gouvernement et j'encourage aussi particulièrement le ministre des Travaux publics. Grâce à cette action d'urgence, la commune de Matoto retrouve peu à peu le plaisir de la circulation. À l'intérieur des quartiers, plusieurs axes stratégiques sont revêtus. D'autres sont en traitement. On nous a donné certains axes dans la commune de Matoto. Donc Guicopress en charge, à savoir aéroport kilomètre 36, la T1 d'Abondi Rail et la contournante de Kang Alpha Yaya pour aboutir à Koza et le carrefour Serem T1 reliant la T2. Quand je prends Serem, carrefour école, communément appelé carrefour école, pour relier la T2, je peux dire que c'est fait à 100%. Il y a les endroits qu'on a ouverts juste à ce que la SEG intervienne pour refermer. Face à la délicatesse des travaux, difficile pour Guicopress de s'aventurer dans un délai contractuel. Priorité est ainsi donnée aux résultats. Cette action du gouvernement vise à rendre la circulation agréable dans la capitale. Conakry Vision 2040, le projet a séduit plusieurs opérateurs économiques et des efforts sont en cours pour y parvenir. En clair, il compte contribuer à donner à Conakry une image digne des grandes capitales. Le ministre de l'Habitat vient d'ailleurs à cet effet d'inaugurer un bel édifice à Cameroun dans la commune de Dixine. Mohamed Trois Camara. Les autorités guinéennes envisagent un ambitieux programme d'urbanisation. Il est baptisé Grand Conakry Vision 2040, une initiative présidentielle qui nécessite un partenariat public-privé. Cette volonté de la première autorité du pays se traduit par la réalisation de ce complexe immobilier de haut standing, situé à la rentrée du centre-ville de Kalouma. Un ouvrage qui répond aux normes internationales en matière de construction. Les travaux ont duré 3 ans avec le concours de plusieurs entreprises de la place sous la coordination de la société Carcaba. Il y a eu une étude de marégraphie qui a permis d'avoir le zéro hydrographique, qui nous a permis d'avoir la profondeur qu'il faut pour les assises. Donc ces assises sont parties en très grande profondeur compte tenu du zéro hydrographique et compte tenu des sondages. Ces sondages nous ont permis de faire des assises très profondes et pour pouvoir supporter les charges de l'hôtel. La coupe du cordon inaugural a mobilisé plusieurs autorités civiles et militaires. Ce nouveau complexe immobilier porte le nom de résidence Azur. Il offre un environnement idéal de travail tout en donnant une nouvelle image de la capitale. Une formation pour 100 jeunes guinéens. Ils apprennent les techniques de montage et d'installation des lampadaires solaires photovoltaïques ainsi que leur maintenance. Le projet est piloté sur le terrain par l'ONU Habitat, l'ONUDI et le Programme des Nations Unies pour le développement. Le point avec Saint-Martin Fancinaduno et Valérie Talimane. La lutte contre l'insécurité en milieu urbain préoccupe les autorités guinéennes. À Conakry, comme dans les villes de l'intérieur du pays, les lampadaires solaires sont installés pour assurer l'éclairage public. Seulement, le constat est déplorable de nos jours. Quelques lampes se sont éteintes par manque d'entretien. Celles qui résistent
sont déterrés à certains endroits par les usagers de la route et certains individus. Face à cette problématique, l'ONU Habitat, dans son mandat d'assurer l'accès à un logement adéquat et la promotion des établissements humains, renforce les capacités des jeunes à travers leur professionnalisation dans les métiers du photovoltaïque par la fabrication, le montage, l'installation et la maintenance des lampes et lampadaires solaires. Cette formation pratique, chantier école que nous initions dès aujourd'hui, permettrait à la fois à ces jeunes de dégager des pistes d'opportunités d'emploi, de créer de l'entrepreneuriat dans le secteur du photovoltaïque, qui est rare en Guinée, non seulement de créer de l'emploi, mais également de créer un début de chaîne de valeur dans le secteur du photovoltaïque, parce que ces jeunes vont apprendre à assembler localement et le montage donc des panneaux solaires. Ça permettra de rentabiliser les milliers de lampadaires qui sont installés à travers le pays par le gouvernement du professeur Alpha Condé. Ces lampadaires à beaucoup d'endroits, depuis après leur installation, quelques mois après, se sont éteints parce qu'ils ne sont pas entretenus. Si cette jeunesse est formée à l'entretien de ces lampadaires, je crois que ces deux défis représentent réellement un avantage et pour les bénéficiaires et pour la population. L'ONU Habitat, l'ONUDI et le PNUD, trois agences du système des Nations Unies, accompagnent l'État guinéen dans sa politique de résilience économique des jeunes en vue de prévenir la violence en milieu urbain. Pour ce volet photovoltaïque, 100 jeunes, dont 70 des communes de Ratouma et de Matoto, sont concernés. Pourquoi l'insécurité urbaine? Évidemment, c'est parce qu'on ne respecte pas les outils de planification urbaine et les outils de gestion urbaine. Quand une zone est déclarée non utilisable, on n'a pas droit à construire dessus, pour des raisons de sécurité. Pendant une semaine, ces jeunes vont bénéficier de 7 modules de formation pour leur permettre d'adopter des attitudes et comportements responsables afin de promouvoir leur participation à la prévention et à la résolution des conflits dans leur communauté. On est le 12 octobre aujourd'hui, le monde poursuit sa lutte contre les catastrophes naturelles. Une journée est même dédiée à cette cause. Pour cette année, la réflexion porte sur la réduction des pertes économiques. Une journée qui intervient dans un contexte récent marqué par des cas d'inondation entraînant des dégâts matériels importants. Mamadou Alpha Baldé a commenté la déclaration du ministre d'État, ministre de l'Environnement. Suivez. Du fait des changements climatiques, les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et violentes, avec un coût humain et matériel en constante croissance. Depuis 1989, le monde célèbre la Journée internationale de prévention des catastrophes naturelles le 12 octobre. Le thème retenu sur cette commémoration est réduire les pertes économiques liées aux catastrophes par rapport au produit intérieur brut mondial. Force est de constater que la plupart des inondations survenues dans nos villes sont provoquées essentiellement par le comportement indécent de certains citoyens et citoyennes qui font des caniveaux, des dépotoirs d'ordures et autres, et construisent d'ailleurs des maisons à usage d'habitation ou de commerce, empêchant ainsi le passage des eaux de ruissellement. C'est pourquoi je lance un vibrant appel aux décideurs ainsi qu'aux populations pour que nous sachions que la gestion des risques et des catastrophes est de la responsabilité de chacun et de tous. L'année dernière, par exemple, la facture due aux catastrophes naturelles a dépassé 300 milliards de dollars dans le monde. Les pays africains sont parmi les plus vulnérables, d'où la nécessité d'envisager des mesures de résilience adaptées aux menaces actuelles. En République de Guinée, d'après les statistiques nationales, ces événements majeurs ont occasionné 3 956 décès, 468 707 personnes affectées de 1980 à 2017. Face à cette préoccupation majeure, le gouvernement, soucieux de la préservation de la vie et du bien-être des populations, a inscrit en bonne place la réduction des risques de catastrophes dans le plan national de développement économique et social, le PDS, 2016-2020. Dans le même temps,
Les dispositifs institutionnels et techniques ainsi que des instruments réglementaires ont été mis en place en vue d'une synergie d'action des différentes structures impliquées dans la gestion des risques et des catastrophes. Il s'agit entre autres de la loi sur les catastrophes promulguée en 1996, de la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes. Aujourd'hui, la Guinée dispose d'une nouvelle stratégie de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Le dispositif permet au pays de faire face à tout type de menaces et éviter des pertes. L'éducation, un des tout premiers défis de la Guinée après l'indépendance. La première République misait gros sur la formation des cadres. Comment réussir ce pari? Ce soir, nous proposons de parcourir le schéma suivi par les autorités d'alors pour offrir une formation de qualité aux cadres en 60, enseignement supérieur avec Francis Collier. Au lendemain de son vote héroïque du 28 septembre 1958, la Guinée était bien face à son destin. Elle ne s'attendait pas à une rupture radicale avec la France, mais l'ancienne puissance colonisatrice ne lui laissera pas le choix. Tous les services publics sont déserts. La formation devient une priorité pour le nouvel État. À l'époque, professeur Mohamed Lamine Kaba venait d'entrer au lycée de Donka. C'était en octobre. Les enseignants qui étaient destinés à la Guinée étaient dans le bateau. Ils arrivaient sur Conakry. L'État français a décidé de les détourner pour les envoyer, je crois, en Côte d'Ivoire. Il fallait répondre à la question de savoir comment trouver des enseignants pour les jeunes Guinéens qui étaient dans les écoles, comme nous, on était en 6e, 7e, au lycée de Donka. Alors, les Africains étudiants en Europe, en France en particulier, se sont associés. Je dis bien les Africains, pas seulement des Guinéens, il y avait des Sénégalais, des Burkinabés, il y avait toutes sortes de nationalités. Ils ont pris leurs avions, ils sont venus à Conakry pour donner des cours à la place des enseignants français. Cette solidarité africaine s'est prolongée. Beaucoup d'entre eux sont restés d'ailleurs. Certains sont devenus membres du gouvernement guinéen, tels que Sénanion Béanzin, McLaurin. Il y a des grands esprits là-dedans, tels que le professeur Kizerbo du Burkina Faso, qui était un professeur de géographie. Sa femme, son épouse, était professeur d'anglais. Tous ces gens-là sont venus à l'époque apporter leur soutien au gouvernement guinéen dans la formation des jeunes cadres du pays. Pour la formation des cadres supérieurs, l'Institut Polytechnique de Conakry sera la première institution à ouvrir ses portes. Nous sommes en 1962. Quelques années plus tard, l'hôpital régional de Kankan devient l'école normale supérieure en 1966 avant de prendre le nom de l'université Julius Nyerere de Kankan en 1989. Je suis de la deuxième ou de la troisième génération de l'Institut Polytechnique. Je voudrais dire par exemple que quand nous, on était en propédeutique, la première année ça s'appelait la propédeutique, il n'y avait même pas de meubles à Gamal. Les meubles c'était dans les laboratoires. Mais à l'amphi, on était des soldats, on portait des treillis, on s'asseyait à même le sol et on suivait les cours. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que ce n'est pas cet équipement-là qui fait la qualité de l'enseignement. Parce que tous les gens qui ont été formés dans ces conditions-là étaient de très bons cadres. Je le dis parce que ceux d'entre nous qui sont partis à l'extérieur par la suite pour faire des doctorats, nous n'avons eu aucune difficulté à être au niveau de ceux qui ont été formés en France, en Russie et ailleurs. La célébration du 4e anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale a donné l'opportunité au premier gouvernement, au jeune gouvernement de la Première République, de poser un acte majeur, celui de la création en 1962 de la première institution d'enseignement supérieur du pays, de la sous-région dans la période post-coloniale, l'Institut Polytechnique de Conakry, en abrégé IPC, en 1989, en faveur de la Deuxième République et de
la déclaration d'un État libéral. Donc l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry fut rebaptisé Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Devenu Université Gamal Abdel Nasser dès 1984, l'Institut Polytechnique a donné naissance à plusieurs autres institutions d'enseignement et de recherche. Aujourd'hui, on dénombre 17 institutions d'enseignement supérieur et 30 institutions de recherche et de documentation publique à travers le pays. À côté, une quarantaine d'institutions d'enseignement supérieur privées, dont 35 à Conakry. La Guinée a perdu, en tout cas en matière d'enseignement, assez en matière de qualité des formations que nous fournissions aux étudiants. Et cependant, des efforts sont en train d'être faits. Et c'est dans ce sens, au niveau de l'enseignement supérieur, depuis plus de 2 ans et demi que nous sommes là, nous avons entrepris certaines réformes, bien sûr sous la houlette du président de la République, notamment en matière de gouvernance du système. Et nous avons commencé par la biométrie, ça n'a pas été une action facile, mais aujourd'hui, cette opération a permis à l'État d'économiser plus de 180 milliards de francs guinéens dans le budget. Et si vous cumulez ça sur les années à venir, c'est déjà une manne assez importante. Je pense qu'on peut orienter ces ressources-là pour encore davantage qualifier le système. Nous sommes en train aussi de renforcer certaines de nos institutions comme l'Institut supérieur des mines de Bokeh, qui, on espère à l'horizon, deviendra un centre d'excellence dans la sous-région ouest africaine. Et l'en est de même aussi pour la formation en médecine. Vous savez que ça fait 3 années de suite que nous ne rentrons pas en médecine, parce que pour nous, la médecine, il concerne la vie des Guinéens, de tout le monde, et nous devons faire en sorte que l'enseignement issu dans ce domaine-là soit de meilleure qualité. Dans le souci de mettre la formation supérieure au service des besoins du développement de la Guinée, le gouvernement mise désormais sur la formation utile. Le cadre et les moyens sont réunis pour y arriver. En parlant de fierté nationale, il faut noter cette belle victoire du Sili ce soir. Le 11 guinéen s'est imposé au stade du 28 septembre sur le score de 2-0 contre le Rwanda. Une belle sortie du Sili qui fait sa 3e victoire en autant de matchs dans ce groupe. Sport toujours, le Wakria de Bokeh, un club de football qui se fait une place au sein de l'élite, même s'ils ont échoué contre le Oria en Coupe nationale lors de la finale. Les joueurs sont accueillis en héros dans le Kakandé de Tamaransi au stade du 1er mai de Bokeh. La mobilisation était forte. Mohamed Trois Camara, Mohamed Seyar Souma. Le Waklia Football Club est récemment sacré vice-champion de la 59e édition de la Coupe nationale. Un titre obtenu lors de la finale qu'il a récemment opposé au Horea Athletic Club de Conakry. Score final, 1-0 en faveur des Rouges et Blancs de Matam. De retour au Bercail à Bokeh, tout le staff de Waklia est reçu avec les honneurs. Après cette ferveur populaire, le grand stade de Bokeh a été l'étape finale de cette journée des réjouissances. Aujourd'hui, nous sommes en train, comme vous le voyez, de les célébrer. Ils sont allés en finale, ça c'est beaucoup. Même si par ailleurs, ils n'ont pas obtenu la coupe. Mais déjà, arrivé à ce niveau, il fallait le faire. Beaucoup d'équipes n'étaient pas au rendez-vous. Bokeh a été au rendez-vous. Bravo Bokeh. C'est toutes les filles, tous les fils de Bokeh qui les reçoivent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vous exprimons la disponibilité du consortium pour vous accompagner dans toutes vos actions pour la réussite et la qualification de votre club. Le succès de Waklia FC en Coupe nationale vient après seulement 2 années consécutives en Ligue 1 de football. Une des rares prouesses réalisées par un club dans le football guinéen. Aujourd'hui, c'est une fierté partagée entre le staff et les supporters. La jeunesse de Bokeh est contente et nous prions Dieu que le Waklia vraiment va de loin. Parce que c'était la première fois que nous jouons la Coupe nationale, surtout la finale. Donc on était tous joyeux et puis engagés et puis motivés quoi. Donc tout le monde était content de jouer la finale et malheureusement comme on a perdu, c'est pas grave. On se prépare pour le moment, mais Dieu merci aujourd'hui que l'équipe est en forme pour le moment et on va maintenir la forme jusqu'à le jour J et aller représenter la Guinée. Dans l'histoire, Waklia est le premier nom de la ville de Bokeh, d'où la formation Waklia FC. Vice-champion de la Coupe nationale cette année, le jeune et surprenant club de Kakandé est attendu à la prochaine Coupe de la CAF, Confédération africaine de football.
Et pour finir, l'artiste international franco-centrafricain Singila est à Conakry. Son avion a atterri il y a juste quelques heures. Il est là pour 2 concerts, dont le premier est prévu demain. À sa descente d'avion, il lui a tendu le micro. Il donne rendez-vous à ses frères. J'aimerais voir tous mes frères guinéens au concert qui aura lieu au Palais du Peuple, c'est ça, ce dimanche, et au 224 Lounge. Donc voilà, il y aura un bel échange, il y aura beaucoup de mélodies. J'espère que ça va vous faire du bien. En tout cas, moi je suis déjà très content d'être ici. Je m'attends à vivre des choses exceptionnelles. Et ça fait longtemps que je ne suis pas venu, donc voilà, j'ai besoin d'emmagasiner pas mal de bons souvenirs avec mes frères d'ici. 2 concerts à suivre absolument. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Bonsoir.